Webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous allons partager ensemble une demi-heure durant laquelle nous allons faire un petit point sur l'actualité de l'urbanisme de ces derniers mois. Comme vous le comprendrez, en raison du contexte politique, mais également de l'été, l'actualité réglementaire et législative sera assez faible et on s'attardera surtout sur les décisions qui ont pu être rendues par les juridictions administratives en matière d'urbanisme et en matière d'environnement. Sans plus attendre, on va commencer sur la problématique de la détermination des destinations et plus particulièrement sur la destination des constructions anciennes avec un arrêt rendu par le Conseil d'État le 8 juillet 2024. Petit rappel à vous tous, comment on détermine la destination des constructions? Le principe, c'est que la détermination va résulter de l'autorisation d'urbanisme qui a été délivrée pour la construction. Donc, pour déterminer quelle est la destination d'une construction, il convient de s'en référer à l'autorisation d'urbanisme qui a été délivrée pour la réalisation de la dite construction. Il est précisé que en France, les autorisations d'urbanisme existent depuis juin 1943. Donc, par principe, on a des autorisations d'urbanisme sur toute construction qui est datée d'après 1943. En revanche, on n'a pas d'autorisation d'urbanisme sur les constructions qui ont été réalisées avant juin 1943. Ce qui peut poser du coup une problématique pour ces anciennes constructions. Donc, le principe, c'est qu'on regarde d'abord si on a une autorisation d'urbanisme pour déterminer la construction, et si on n'en a pas, les juridictions administratives nous ont rappelé de façon constante qu'il fallait apprécier la destination des constructions au regard des caractéristiques propres de la construction. Qu'est-ce que sont les caractéristiques propres de la construction? C'est très factuel, c'est l'organisation du dit bâtiment, du local. Par exemple, si vous faites constater sur une vieille construction qu'il y avait une cuisine, un espace salle de bain, des chambres et une pièce à vivre, les juridictions administratives pourront, eu égard aux caractéristiques du bâtiment, constater que même si nous n'avons pas d'autorisation d'urbanisme qualifiant la construction de construction à destination d'habitation, les juridictions administratives considéreront que les caractéristiques sont des caractéristiques propres à une construction à destination d'habitation. Donc, on regarde d'abord si on a une autorisation d'urbanisme. Si on n'a pas d'autorisation d'urbanisme, soit parce que la construction date d'avant 1943, soit parce qu'il est impossible de retrouver une autorisation d'urbanisme sur le bâtiment compte tenu de l'écoulement du temps. Dans ce cas-là, on regardera les caractéristiques propres. Ça, c'est des jurisprudences acquises. Quelle est la particularité de l'arrêt qui a été rendu par le Conseil d'État le 8 juillet 2024? C'est qu'on a dans ce dossier une construction qui date d'avant 1943, donc sans autorisation d'urbanisme, et les caractéristiques du bâtiment ne permettent pas qu'un seul type d'affectation. Autrement dit, eu égard à ces caractéristiques, le bâtiment pouvait être qualifié aussi bien de bureau que d'industrie, que d'entrepôt ou autre. Donc, le Conseil d'État a considéré que les caractéristiques propres de la construction étaient insuffisantes pour lui affecter une destination particulière en matière d'urbanisme. Dans ce cadre, le Conseil d'État est venu dire, si vous êtes confronté à une construction ancienne, dont les caractéristiques ne permettent pas de déterminer un seul type d'affectation, dans ce cas-là, il appartient au juge administratif, devant lequel la destination en cause est contestée, d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. Autrement dit, on laisse au juge le soin d'apprécier de façon totalement souveraine, eu égard aux circonstances des faits de l'espèce, quelle pourrait être la destination du bien. En l'occurrence, on avait un bâtiment qui est en plein centre de Paris, dont la destination, l'usage initial était une imprimerie, mais en fait cette imprimerie a disparu et il est acquis que depuis au moins 84, qu'entre 84 et 2015, soit pendant plus de 30 ans, ce que nous rappelle le Conseil d'État, ce bâtiment a été utilisé en qualité d'établissement d'enseignement supérieur
pouvant accueillir des unités de recherche, un service édition, une bibliothèque, des services administratifs et des espaces de stockage. Donc, compte tenu de ces caractéristiques, les juridictions administratives ont considéré que la destination industrielle initiale, qui était l'imprimerie, avait été perdue et que le dernier usage connu, qui était un établissement d'enseignement supérieur, avait permis au local d'acquérir une destination de SINASPIC, autrement dit d'établissement d'intérêt collectif. Donc voilà pour la portée de cet arrêt. Je vous rappelle le principe. Il n'y a pas un seul mètre carré en France de surface de plancher qui n'est pas affecté à une des destinations listées par le Code de l'urbanisme. Pour déterminer la destination de tout local, vous devez, dans un premier temps, vérifier si une autorisation d'urbanisme a été délivrée sur le bien. Si le bien date d'avant 1943 notamment, vous n'aurez pas d'autorisation d'urbanisme puisque le régime des autorisations d'urbanisme et du permis de construire a été institué en 1943. Dans ce cas-là, vous devez vous en référer aux caractéristiques du bien pour tenter de déterminer une destination. Mais dans l'hypothèse où les caractéristiques du bien ne permettent pas de déterminer un seul type d'affectation possible, mais laissent loisibles différentes destination. Dans ce cas-là, c'est le juge administratif qui déterminera la destination du bâtiment en cause au regard de l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. Et ces circonstances de fait, ça peut être le dernier usage connu à la condition que celui-ci ait suffisamment perduré. Ce qui était le cas dans notre affaire qui a été soumise à l'appréciation du Conseil d'État. Initialement, l'usage, c'était une imprimerie, avec donc une destination plutôt industrielle. Mais pendant 30 ans, le bâtiment a été utilisé comme établissement d'enseignement supérieur et le Conseil d'État valide l'appréciation portée par la Cour administrative d'appel, à savoir que cette utilisation pendant 30 années du bâtiment en tant qu'établissement d'enseignement supérieur lui a fait perdre la destination industrielle initiale au bénéfice d'une destination d'équipement d'intérêt collectif. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été suffisamment clair, si vous avez des précisions à faire, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai bien volontiers. Donc gardez bien en tête cette décision de justice qui est intéressante, notamment pour tous ceux qui font des travaux sur des bâtiments existants. Autre décision intéressante, celle-ci un peu plus vieille, elle est du 6 décembre 2023 et elle porte en fait sur les zones à urbaniser. C'est un petit rappel que je juge utile de faire. Qu'est-ce qu'une zone à urbaniser? Le Code de l'urbanisme nous dit à l'article R123-6 devenu R151-20 que peuvent être classés en zone à urbaniser des secteurs à caractère naturel de la commune qui sont destinés à être ouverts à l'urbanisation. Et le Code de l'urbanisme nous fait alors une distinction entre deux types de zones à urbaniser en fonction de la desserte suffisante ou insuffisante de la zone en voie publique, réseau d'eau, d'électricité, le cas échéant d'assainissement. Toute la question est, est-ce qu'à la périphérie de cette zone, les voies et réseaux sont suffisants pour desservir la zone ou est-ce qu'il est nécessaire de faire des travaux d'extension de voies ou sur les différents réseaux? Le Conseil d'État vient nous rappeler cette distinction en nous rappelant que les modalités d'ouverture à l'urbanisation de ces zones à urbaniser vont différer en fonction du caractère suffisant ou non des voies publiques et des réseaux en périphérie de ces zones. Dans l'hypothèse où les voies et réseaux ont une capacité suffisante, les modalités d'ouverture à l'urbanisation de cette zone AU sera définie par le deuxième alinéa de l'article R151-20, à savoir que la zone à urbaniser va devoir faire l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation et le règlement du PLU devra définir les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone et les constructions, autrement dit les permis de construire, y seront autorisés soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ce qui impliquera pour le porteur du projet de maîtriser la totalité de la zone AU,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que par le règlement. Donc, pour les zones à urbaniser qui sont suffisamment desservies par les voies et les réseaux, dans celles-ci, l'urbanisation va pouvoir se faire à la condition qu'on ait une OAP et qu'on ait un règlement qui définisse les conditions d'aménagement de la zone. Et vous allez avoir deux possibilités pour pouvoir autoriser ou obtenir, selon quel côté vous êtes, un permis de construire. C'est soit vous allez devoir maîtriser la totalité de la zone AU pour faire une opération d'aménagement ensemble, soit vous allez devoir démontrer que la réalisation des équipements internes à la zone prévus par l'OAP ou le règlement pourront être réalisés au fur et à mesure. Deuxième possibilité, c'est la possibilité où les voies et réseaux ont une capacité insuffisante pour desservir la totalité de la zone. Dans ce cas-là, vous allez devoir dire soit l'ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à la modification ou à la révision du PLU, soit les auteurs du PLU pourront fixer immédiatement des règles de constructibilité applicables dans cette zone AU, à la condition toutefois que les permis de construire soient précédés de la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone pour que celle-ci soit correctement desservie par la totalité des voies et réseaux. Donc voilà pour un petit rappel, c'est ce qui fait que vous avez en règle générale les zones 1AU, ce sont des zones qu'on peut ouvrir de suite à l'urbanisation, pour lesquelles on considère qu'on a une capacité suffisante des voiries et des réseaux pour desservir la zone. Et les zones 2AU, en revanche, ce sont des zones à urbanisation différées. Différées à quel événement? À la réalisation des travaux d'extension, notamment de ces fameuses voies et réseaux défaillants. Autre actualité, c'est sur le volet environnemental. Donc, on est sur une jurisprudence qui n'est pas des 3 derniers mois, mais qui est de décembre 2023, qui m'avait échappé lors des précédents webinaires avec le moniteur, organisés avec le moniteur. Je me permets de la citer parce qu'elle parle du volet environnemental dans vos dossiers d'autorisation d'urbanisme et de l'importance de ce dossier. Que s'est-il passé dans ce dossier? On a le Conseil d'État qui va annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble au motif que le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis à l'administration d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier à l'article UB13 du règlement d'urbanisme, l'article UB13 concernant le volet paysager. Dans ce dossier, le Conseil d'État, il a constaté quoi? Il a constaté que bien que toutes les pièces du dossier, nécessaires à un permis de construire soient jointes au dossier, il en demeure pas moins que ces pièces étaient insuffisantes pour permettre aux services instructeurs d'apprécier le respect par le projet des différentes prescriptions comprises dans l'article UB13, notamment, et c'est ce que nous dit, les prescriptions qui imposaient que les espaces libres soient aménagés en maintenant les plantations existantes ou en les remplaçant par des plantations indigènes, ainsi que le traitement des limites avec les zones naturelles ou agricoles qui devaient, selon l'article UB13, être obligatoirement traitées par une vive d'essence végétale indigène variée. Même si parfois, du coup, les dispositions de l'article UB13 vous paraissent aller de soi, notamment le remplacement d'un arbre par un nouvel arbre, il faut absolument qu'il ressorte de votre dossier de demande de permis de construire que l'ensemble des prescriptions comprises dans l'article UB13 soient bien respectées par votre dossier. On a par exemple des dossiers de permis de construire qui aujourd'hui vous obligent de prévoir un espace pour des éventuels composts. Donc, il faut absolument qu'il ressorte du permis de construire, notamment plan masse ou de la notice architecturale, qu'un espace pour les composts ait été prévu. On a des permis de construire qui aujourd'hui imposent aux toitures terrasses d'installer des ruches d'abeilles. On en voit de plus en plus. Là encore, les architectes n'ont pas l'habitude de mentionner la présence de ruches sur les toitures. Il va dorénavant falloir, sur le plan de toiture, faire apparaître un espace pour installer une ruche, si c'est une exigence du PLU. À défaut, tout requérant qui contesterait le permis de construire au motif que les dispositions de l'article UB13 ne seraient pas respectées
pourrait obtenir l'annulation au moins partielle du dossier, l'annulation au moins partielle de l'arrêté de permis de construire. Donc, soyez vigilants sur la façon dont vous allez traiter le volet environnemental dans vos dossiers de demande de permis de construire. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, avoir un plan masse paysager et une notice paysagère sont toujours les bienvenus. Ça permet effectivement d'être le plus clair possible sur le respect des obligations environnementales dans vos dossiers de permis de construire. Donc, je vous invite, architectes notamment, même si ce n'est pas une exigence expresse du Code de l'urbanisme, de prévoir un volet paysager environnemental dans vos dossiers de permis de construire, et ce volet environnemental pourra prendre la forme d'un plan masse paysager et d'une notice paysagère. Toujours sur l'aspect environnemental, une jurisprudence intéressante du théâtre Toulon est d'actualité, 23 février 2024, sur l'instruction des autorisations d'urbanisme et la ressource en eau. Dans cette affaire, le tribunal administratif de Toulon a validé un refus de permis de construire au motif que le projet porterait atteinte à la santé et à la salubrité publique en raison de l'insuffisance des ressources en eau. Les problématiques de santé et de salubrité publique sont mentionnées à l'article R111-2 du Code de l'urbanisme et elles s'appliquent sur tout le territoire français, même quand on a un plan local d'urbanisme. Donc, tout service instructeur, tout maire peut opposer l'article R111-2 à n'importe quel projet qui porterait atteinte à la santé et à la salubrité publique. Au titre de la santé et de la salubrité publique, vous avez l'insuffisance des ressources en eau. Dans cette affaire, vous avez un pétitionnaire qui dépose un permis de construire pour la création d'un immeuble de 5 logements. Le maire le refuse au motif, notamment, il y avait d'autres motifs de refus, mais ils nous intéressent moins, de l'insuffisance des ressources en eau. Pour justifier l'insuffisance des ressources en eau, la communauté de communes avait fait réaliser par un bureau d'études une analyse de la situation du territoire vis-à-vis de la ressource en eau, et il ressortait de cette étude qu'il y avait une insuffisance des ressources en eau compte tenu de l'assèchement de 2 forages et du faible niveau du 3e. Ce qui avait conduit notamment la communauté de communes qui avait été saisie pour avis dans le cadre de ce permis de construire, d'émettre un avis défavorable compte tenu de cette insuffisance des ressources en eau. Le pétitionnaire a contesté le refus de permis de construire au motif que l'insuffisance de la ressource en eau ne pouvait pas être un motif légitime de refus d'une autorisation d'urbanisme. Le tribunal administratif de Toulon rejette sa requête et il a jugé qu'une telle insuffisance expose à la fois les futurs occupants de la construction en cause, mais également tous les usagers pourtant tiers à l'opération projetée, à une insuffisance des ressources en eau, celle-ci serait qualifiable d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R111-2. Donc, le tribunal a considéré que c'était à bon droit que le maire avait refusé le permis de construire pour un motif d'atteinte à la salubrité publique compte tenu de l'insuffisance des ressources en eau. On verra effectivement pour le moment, cette problématique est relativement nouvelle. On verra comment les cours administratives d'appel réagissent à ces décisions de justice qui valident les refus de permis en raison de l'insuffisance des ressources en eau. Et quoi qu'il en soit, il faudra que les collectivités prennent à bras le corps cette problématique dans les années qui viennent, puisqu'elles ne pourront pas éternellement refuser des permis de construire sur ce motif. Donc, il va falloir revoir comment on gère et comment on gère mieux la ressource en eau sur ces territoires où elle serait susceptible de manquer. Autre décision intéressante de la Cour administrative d'appel de Lyon concernant la cristallisation des droits à construire et le lotissement, sujet que j'affectionne particulièrement, le sujet des divisions foncières. Donc, je vous le rappelle, le principe qui est posé à l'article L442-14 du Code de l'urbanisme, le fait d'obtenir une déclaration préalable de division ou un permis d'aménager va offrir à toute personne qui dépose un permis de construire sur un des lots de ce lotissement, va lui offrir la possibilité de bénéficier des dispositions du PLU en vigueur au jour de l'ADP ou du PA pendant 5 années.
Autrement dit, si vous obtenez un permis d'aménager, enfin une DP par exemple, aujourd'hui on est en septembre 2024. Septembre 2024, vous obtenez votre DP. Le PLU applicable en septembre 2024 va disparaître en novembre 2024, remplacé par un nouveau PLU. Pour autant, les permis de construire qui vont être délivrés sur les lots du lotissement créé en septembre 2024 pourront jusqu'en septembre 2029 bénéficier des règles du PLU de septembre 2024, quand bien même un nouveau PLU serait rentré en vigueur en novembre 2024. Donc c'est ce qu'on appelle la cristallisation des droits à construire. On va dire que le lotissement est un super certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme permet de cristalliser pendant 18 mois les règles en vigueur au jour du certificat d'urbanisme. Le lotissement, lui, nous permet de cristalliser pendant 5 ans les règles d'urbanisme applicables au jour de la délivrance de l'autorisation de lotir. Le Conseil d'État avait toutefois apporté une petite précision en 2022, il me semble. Il nous avait précisé que pour bénéficier de la cristallisation des règles d'urbanisme dans le cadre d'un lotissement, encore fallait-il que le lotissement ait été mis en œuvre. Et la mise en œuvre d'un lotissement, ce n'est pas l'obtention du permis d'aménager ou de l'ADP, c'est la réalisation de la division. Parce que le lotissement, c'est une opération de division. Comment s'opère la division? Elle s'opère par le transfert de propriété. Autrement dit, si vous n'avez pas réalisé de vente, de cession de lot, de vente de lot chez notaire dans le lotissement au jour où vous obtenez votre permis de construire, le Conseil d'État a jugé qu'en l'absence de ce transfert de propriété, vous ne pouvez pas bénéficier des dispositions relative au lotissement, à savoir de la cristallisation des droits à construire. On avait eu le cas notamment dans cette affaire de 2022, on avait un propriétaire foncier qui avait un terrain avec un joli jardin. Dans le cadre de la révision du PLU de la commune, son terrain était classé en zone urbaine, et avec le futur PLU, son terrain devait être déclassé pour devenir une zone naturelle ou un espace boisé classé. Je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, il perdait ses droits à construire sur son jardin. Ce qu'il avait fait, ce propriétaire, c'est qu'il avait déposé une déclaration préalable sur son jardin. Donc, il avait créé un lot, donc une DP unilot sur son terrain, en disant, voilà, j'obtiens ma DP, donc pendant 5 années, je vais pouvoir déposer un permis de construire qui sera instruit selon les règles de l'ancien PLU, et je pourrais faire totalement abstraction du nouveau PLU qui empêche toute construction sur mon terrain. Il dépose son permis de construire, le maire lui refuse, ils vont au contentieux, ça va jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État constate que le propriétaire du terrain initial, celui qui a déposé la DP de division, n'a jamais acté de la division. Pourquoi il n'a pas opéré la division? Parce qu'il n'a pas vendu son terrain. Il n'a pas fait la découpe et il n'a pas vendu le jardin sur lequel il avait déposé la DP. Donc le Conseil d'État dit il n'y a pas eu de mise en œuvre de la procédure de lotissement. La division en propriété n'a pas eu lieu. Donc, si la division en propriété n'a pas eu lieu, la cristallisation ne peut pas jouer. Donc, le Conseil d'État a validé le refus de permis de construire qui lui avait été opposé par le maire. Conclusion, si vous voulez empêcher les effets néfastes d'un futur PLU qui s'apprête à rentrer en vigueur, vous pouvez parfaitement déposer une déclaration préalable, mais vous devrez vous assurer qu'il y a bien eu une division préalablement à l'obtention de votre permis de construire. À défaut, vous ne bénéficierez pas des règles de la cristallisation des droits à construire. Deuxième point qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que le bénéficiaire, enfin le pétitionnaire dit au juge administratif, certes, je n'avais vendu aucun lot du lotissement au jour du permis de construire, mais j'avais un compromis, une promesse synalagmatique de vente sur l'un des lots. Et en droit, pour les juristes, l'article 1105-89 du Code civil nous dit qu'une promesse de vente, qu'un compromis de vente vaut vente. Autrement dit, là, le pétitionnaire dit, si j'avais le compromis de vente au jour du permis, au jour du refus de permis,
Donc, normalement, j'aurais pu bénéficier de la cristallisation des droits à construire. La Cour administrative d'appel de Lyon ne répond pas véritablement sur cette question, à savoir est-ce que le compromis de vente nous permet de bénéficier de la cristallisation des droits à construire. Elle nous dit simplement que pour que le compromis de vente vaille vente, il faut, lorsqu'on est dans un lotissement, que celui-ci s'accompagne notamment du versement d'un acompte. Et il ressortait des pièces du dossier qu'aucun acompte n'avait été versé au vendeur. Donc, la Cour administrative d'appel de Lyon se contente de dire le compromis de vente ne valait pas vente parce que l'acompte n'a pas été versé. Donc, si je n'ai pas de vente dans le lotissement, vous ne pouvez pas bénéficier de la cristallisation des droits à construire. Donc, c'est le nouveau PLU qui s'applique. Voilà pour cet arrêt intéressant que je peux parfaitement commenter avec vous si vous avez des questions dessus ou si vous voulez en discuter par ailleurs, ultérieurement. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Autre point intéressant, jurisprudence intéressante, toujours de la Cour administrative d'appel de Lyon. C'est concernant la dérogation L152-6-1 du Code de l'urbanisme. Je vous la rappelle. Qu'est-ce que nous permet cette dérogation? En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis peut, par une décision motivée, lorsque le règlement du PLU impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicules motorisés en contrepartie de la création d'infrastructures ou l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins 6 vélos par aire de stationnement. Autrement dit, en justifiant de la nature du projet et de la zone d'implantation, vous pouvez vous exonérer de réaliser une place de stationnement véhicule motorisé si vous réalisez 6 places vélos sécurisées supplémentaires. C'est une dérogation qui est laissée à la libre appréciation du maire. Dans cette affaire, on avait une résidence universitaire sur Chambéry, à proximité de la gare routière et de la gare SNCF, pour lequel, en fait, le pétitionnaire n'avait réalisé aucune des places de stationnement véhicules motorisés qui étaient exigées par le PLU. Il avait entièrement compensé ces places par, à chaque fois, 6 places de stationnement vélo. La dérogation lui avait été accordée par le maire, donc il avait bénéficié d'une dérogation totale, puisque aucune place véhicule motorisé n'était finalement réalisée dans le projet. Les voisins ont contesté le permis de construire qui lui était accordé avec cette fameuse dérogation en soumettant une question intéressante à la Cour administrative d'appel de Lyon. Est-ce que cette dérogation prévue par l'article L152-6-1 du Code de l'urbanisme permet de s'exonérer de réaliser totalement toutes les places de stationnement véhicules motorisés exigées par le PLU? Et dans cette décision, qui est la première qui répond à cette question, la Cour administrative d'appel de Lyon nous précise que l'article L152-6-1 ne permet pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Autrement dit, vous ne pouvez pas ne réaliser aucune place de stationnement au motif que vous auriez à chaque fois compensé avec 6 places vélo et que le maire vous aurait délivré quand même délivré la fameuse dérogation. N'hésitez pas à poser vos questions et je répondrai, Madame Homo, à votre question, j'y répondrai à la fin, naturelle. Une actualité, j'aime bien vous, pour ceux qui suivent ce webinaire, j'aime bien vous parler des espèces protégées. Les espèces protégées, cette réglementation est une réglementation issue du droit de l'environnement, mais qui a un gros impact en matière d'urbanisme, puisque vous le savez, si un projet porte atteinte à une espèce protégée, le projet ne peut pas être réalisé sauf à obtenir une dérogation préfectorale. Cette dérogation ne peut vous être délivrée par le préfet, c'est ce que je vous rappelle ici, que s'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante, que si la délivrance de cette dérogation ne va pas nuire au maintien de l'espèce protégée, et enfin, que si votre projet présente une raison impérative d'intérêt public majeur. Autant vous dire que ces dernières années, avec la prise en compte
du droit de l'environnement et la nécessité de préserver nos espaces et nos espèces protégées, il y avait de moins en moins de dérogations délivrées par les préfets et les dérogations délivrées étaient de plus en plus contestées. Lorsqu'elles étaient contestées, ces dérogations, elles étaient de plus en plus annulées par les tribunaux administratifs. Je crois que le ratio, c'est qu'il y a environ 2/3 des dérogations espèces protégées qui sont délivrées, qui sont annulées par le juge. Autant vous dire que lorsqu'une espèce protégée était repérée sur un terrain, elle rendrait quasiment le terrain inconstructible. Le Conseil d'État a tenu compte, a eu une vision, on va dire, assez pragmatique de la situation, et pour ne pas empêcher le développement de nouveaux projets, il est venu nous donner une grille de lecture de cette réglementation espèces protégées, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Donc le 9 décembre 2022, le Conseil d'État vient de nous dire quelque chose d'important. Il vient nous dire une dérogation espèces protégées est nécessaire que si le projet risque de porter une atteinte suffisamment caractérisée à l'espèce protégée présente. Autrement dit, si on n'a pas une atteinte suffisamment caractérisée, nous n'avons pas besoin de solliciter une dérogation à espèce protégée auprès du préfet. Comment savoir si l'atteinte est suffisamment caractérisée? Le Conseil d'État nous dit, à ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Donc, le Conseil d'État invite les porteurs de projets, lorsqu'ils identifient des espèces protégées, à définir des mesures d'évitement et de réduction des atteintes aux espèces protégées pour faire en sorte que le risque à l'égard de ces espèces protégées ne soit pas suffisamment caractérisé. Et le Conseil d'État a précisé, dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaissent comme n'étant pas suffisamment caractérisées, il n'est alors pas nécessaire de solliciter une dérogation espèce protégée auprès du préfet. Donc, il appartient désormais à l'administration et au juge, lorsqu'il est amené à contrôler, de vérifier si les mesures d'évitement ou de réduction proposées par le pétitionnaire sont telles que le risque n'est pas suffisamment caractérisé auprès de l'espèce protégée. Donc, on a eu une flopée de décisions de justice qui ont été rendues dans la foulée, où on voit les juridictions administratives vérifier que le risque n'est pas suffisamment caractérisé. C'est le cas de cette décision de la Cour administrative de Lyon de décembre 2022, dans lequel on a identifié comme espèces protégées des oiseaux et des chiroptères. La Cour administrative d'appel a constaté qu'il y avait des dispositifs, notamment ProBird, qui étaient mis en place pour assurer l'effarouchement sonore des oiseaux et dévier leur trajectoire. En l'occurrence, le projet, c'était des éoliennes. Le but étant du coup de ne pas porter via ces éoliennes atteinte à des espèces protégées qui pourraient les percuter. Et concernant les chiroptères, il y a des dispositifs qui ont été installés. Tout ça est constaté par le juge dans le dossier qui lui a été présenté par le porteur du projet. Et la Cour administrative conclut, je cite, il apparaît que les mesures finalement adoptées ou mises en œuvre par l'exploitant, dont l'effectivité n'est pas sérieusement contestée, doivent permettre de réduire notablement, bien que pas complètement, le danger de collision et de destruction d'oiseaux ou de mammifères protégés présents dans le secteur d'implantation du site, surtout aux périodes de l'année le plus sensibles pour eux. Il en a donc ainsi conclu que le risque n'était pas suffisamment caractérisé, que c'était à bon droit, que le porteur de projet n'avait pas sollicité une dérogation espèce protégée. Et depuis, on a tout un tas de contentieux qui fleurissent pour savoir si vous avez des mesures d'évitement et de réduction suffisantes. Et on a notamment un arrêt du Conseil d'État du 30 juillet 2024 qui a été rendu. Dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel avait conclu qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir une dérogation espèce protégée. Les requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel
au motif, je cite, « Faute d'avoir recherché si le risque pour ces espèces pouvait ou non être regardé comme étant suffisamment caractérisé dès l'origine, notamment au vu des effets attendus sur la mortalité de certaines espèces, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. » Voilà, donc il faudra être extrêmement vigilant pour les porteurs de projets et pour l'administration. Lorsqu'on a une espèce protégée sur un site, le pétitionnaire va devoir monter un dossier dans lequel vous allez devoir trouver des mesures d'évitement ou des réductions qui permettront de déterminer, de s'assurer que le risque pour les espèces protégées présentes n'est pas suffisamment caractérisé. Si le risque n'est pas suffisamment caractérisé, vous n'aurez pas besoin de solliciter une dérogation espèce protégée. Si le risque est caractérisé, vous devrez, si vous souhaitez que votre projet voit le jour, vous devrez obtenir, en plus de vos autorisations d'urbanisme, la fameuse autorisation environnementale, dérogation espèce protégée auprès du préfet. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions sur ce sujet également. Enfin, je termine par une jurisprudence qui m'avait échappé, qui date du 8 décembre 2022, mais que je trouve particulièrement intéressante, eu égard moi, au sujet que j'ai eu à traiter à plusieurs reprises dans mon cabinet. Ça concerne le principe d'impartialité, et notamment l'instruction du permis de construire, pas des autorisations d'urbanisme de façon plus large. Dans cet arrêt, c'est l'impartialité du maire dans l'instruction et la délivrance du permis qui était mise en cause et qui était soulevée pour obtenir l'annulation du refus de permis. Et l'ETA rappelle que le principe d'impartialité garantit aux administrés que toute autorité administrative traite leurs affaires sans préjugés ni parti pris, que ce principe doit être respecté également durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, et il s'impose à toute autorité administrative, notamment au maire, qui doit s'abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe. Dans cette affaire, c'était le maire de Courmel en l'occurrence qui était visé, un refus qu'il avait émis. Le tribunal a constaté que le maire a pris publiquement position sur le projet, notamment pendant l'instruction du dossier de demande, lors d'un entretien avec un journaliste où il a déclaré, donc le maire déclare à un journaliste pendant l'instruction du permis, je cite, avoir déjà refusé la demande de permis de construire et précisé, je suis prêt à aller jusqu'au bout car la cause est juste. Le tribunal a également noté, au regard des pièces qui lui étaient soumises, que le maire de Courmel avait déjà exprimé des inquiétudes sur le projet en réponse à des messages sur les réseaux sociaux en mars 2020, soit avant même son élection. Et dans ces conditions, le tribunal a considéré que le requérant, à savoir la société qui s'était vue refuser le permis, était fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité. Je rappelle ainsi à tous les services instructeurs, à tous les élus et également aux promoteurs qu'un maire est tenu de vous délivrer le permis de construire si le permis de construire respecte les dispositions du plan local d'urbanisme. Donc, tant que le dossier de permis n'a pas été déposé en mairie, le maire ne peut pas se positionner sur le projet. S'il se positionne notamment en disant qu'il n'en veut pas et qu'il fera tout pour que le projet ne sorte pas, il manque à son devoir d'impartialité et à s'en tenir à la décision de justice que vous voyez là, le refus de permis de construire qui pourrait en découler est susceptible de faire l'objet d'une annulation pour méconnaissance du principe d'impartialité qui s'applique à toute autorité administrative et qui garantit aux administrés que leur affaire soit traitée sans préjugés ni parti pris. Voilà pour l'actualité de ces derniers mois, en espérant que je vous ai intéressé et que j'ai été suffisamment clair. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, question posée par Christophe Girardet, donc avant le webinaire. Quelle portée juridique des trames vertes dans les documents d'urbanisme? Tout dépend du document d'urbanisme dans lequel la trame verte est inscrite. Si la trame verte est inscrite dans un SCOT, elle va s'imposer aux auteurs des PLU dans un rapport de compatibilité, donc ceux qui rédigent
et établissent les PLU vont devoir tenir compte de la trame verte. Donc, on ne classe pas un terrain constructible s'il est concerné par une trame verte dans un SCOT. Si la trame verte apparaît dans le règlement graphique du PLU, c'est que le terrain, normalement, est classé en zone naturelle et du coup, le terrain est inconstructible. Si en revanche, vous avez une trame verte dans une OAP, rappelez-vous que l'OAP s'oppose aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, donc ça laisse des marges de manœuvre. Sur cette question, n'hésitez pas à me consulter après ce webinaire pour voir ce qui peut être fait, en fonction également de est-ce que vous êtes un porteur de projet ou est-ce que vous êtes un service instructeur. Question posée par Maître Lutringer. Sur quel fondement un règlement du PLU pourrait-il imposer la présence d'une ruche? Très bonne question. On retrouve de plus en plus, comme je vous l'ai dit, cette prescription avec des PLU qui vous imposent de mettre des ruches sur vos toitures lorsque la toiture est une toiture terrasse. Sans doute sur le fondement de la mise en valeur de la biodiversité. Il faut voir exactement ce que le Code de l'urbanisme offre comme possibilité aux auteurs des PLU pour imposer une telle prescription. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu à contester la légalité d'une telle prescription, mais en tout cas, c'est une bonne question que vous posez. Comment peut-on savoir si la vente a bien eu lieu? Donc, effectivement, c'est une question de Madame Homo qui nous dit effectivement, on est dans un lotissement, on a quelqu'un qui revendique le bénéfice de la cristallisation. Vous voulez savoir s'il peut en bénéficier en vous demandant si une vente a bien été conclue dans le lotissement. Normalement, Madame Homo, si vous travaillez pour une collectivité territoriale, en tout cas pour un service instructeur, les mairies sont informées souvent grâce au droit de préemption et à la déclaration d'intention d'aliéner de la réalisation des ventes. Ou alors, il faut regarder au niveau du cadastre ou appeler des notaires pour savoir si une vente a eu lieu sur l'un des lots du lotissement. Madame Homo précise qu'elle va l'utiliser pour la première fois dans un permis de construire. Eh bien, écoutez, si jamais vous avez des difficultés, alors je crois que Madame Homo, vous travaillez côté collectivité, service instructeur, il me semble. Voilà, n'hésitez pas, enfin que vous soyez côté porteur de projet ou côté service instructeur, n'hésitez pas à me questionner si vous avez des problématiques qui ont trait à ce que l'on a vu durant ce webinaire ou d'une façon plus large sur vos problématiques environnementales, immobilières ou urbanistiques. Je suis à votre disposition. Cabinet Racine, Anthony Bichon. Je n'ai pas d'autres questions, donc j'ai dû répondre, je pense, à tout le monde. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, utilisez le chat pour me les poser. Vous voyez, je réponds bien volontiers. Si vous n'en avez pas d'autres, eh bien, on va pouvoir... Ah, oui, Madame Momo qui me dit, oui, pour un service instructeur, comment gérer la jurisprudence et notamment les décisions de TA puis de CA. Comment vous les gérez? Effectivement, il faut que vous vous renseigniez sur la réalisation d'une vente. Après, vous pouvez parfaitement demander, je pense, dans le cadre d'une demande de pièces complémentaires ou d'une demande de pièces tout court au pétitionnaire qui demande le bénéfice de la cristallisation des droits. Vous pouvez lui demander qu'il en justifie en démontrant qu'il y a bien eu une vente ou un compromis de vente signé en bonne et due forme sur l'un des lots du lotissement. J'ai une question de Madame Melois qui doit peut-être arriver. Voilà. Du coup, la question de Madame Melois, je ne l'ai pas eue. Si vous pouvez me la retransférer. J'ai Madame Maillard qui demande, est-ce qu'une SCI créée par le titulaire d'une DP de division peut déposer un PC avec la cristallisation des droits? Bien évidemment, à partir du moment où l'important, c'est qu'on ait eu un transfert de propriété. J'ai même eu sur une décision avec le tribunal administratif de Lyon
On a une DP avec un unique lot à bâtir. Et cet unique lot à bâtir, en fait, il y avait 4 lots dans la DP, mais un seul lot à bâtir. Les 3 autres lots prévus dans la DP étaient des lots qui n'étaient pas des lots à bâtir, et c'était des lots fictifs, des lots de 10 mètres carrés, donc autant dire qu'ils ne valaient rien. Et en fait, pour pouvoir bénéficier de la cristallisation, le promoteur a acquis les petits lots qu'il avait lui-même créés avec sa DP, qu'il a déposé sur le terrain qu'il voulait acquérir. Donc, il s'est retrouvé à acquérir 3 lots pour une superficie, je vous dis une bêtise, mais je crois que ça a avoisiné les 80 mètres carrés. En revanche, le lot de 8000 mètres carrés, qui était le plus gros lot et le seul lot à bâtir, celui-ci ne l'avait pas acquis. Et le tribunal a jugé que la division, en tout cas, avait bien eu lieu par justement l'acquisition des 3 petits lots. Alors, la décision est contestable. Il me semble qu'elle a été transmise au Conseil d'État pour avis. Je ne sais pas si le Conseil d'État validera cette stratégie mise en place, mais en tout cas, le TA l'a validé. Madame Pimenta, peut-il y avoir sursis à statuer sur une demande de DP si le PLU est en enquête publique? Bien sûr qu'il peut y avoir un sursis à statuer, mais c'est très dur de mettre un sursis à statuer sur une DP, puisque la DP, c'est simplement une division. Et pour opposer un sursis à statuer, la collectivité doit démontrer que votre projet va compromettre le futur PLU. Donc, sur une DP de division, en fait, la seule hypothèse pour laquelle la DP peut compromettre le futur PLU, c'est si le terrain a vocation à devenir une zone naturelle ou agricole. Là, effectivement, il y aura un sursis à statuer possible. En revanche, si c'est la densité qui va baisser dans la zone, la mairie ne sait pas quelle va être la densité de votre projet, donc elle ne peut pas anticiper que la densité de votre projet va compromettre le futur PLU. Donc, il faut, si le terrain reste une zone constructible, le sursis à statuer est quasi impossible sur la DP. Madame Melois demande, pour un service instructeur, comment gérer la jurisprudence? Ah oui, ça j'ai répondu, notamment les décisions de TA, c'est-à-dire pour un PC annulé par TA, puis à délivrer par la CA. Là-dessus, il faudrait. J'ai du mal à comprendre là, à l'écrit votre question. N'hésitez pas à m'appeler, Madame Melois, pour j'ai un peu plus d'informations sur votre question exactement. Je suis disponible. N'hésitez pas à me joindre. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je crois. Voilà, si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, vous me faites un mail, vous me trouvez également sur LinkedIn ou sur Internet. Vous pouvez même m'appeler, j'ai pas de difficulté. Question de Maître Larieux. Bonjour confrère, pouvez-vous s'il vous plaît me donner les références du jugement du TA de Lyon dans lequel le promoteur a acquis les 3 lots fictifs? Je les ai pas là, les références, confrère, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter en dehors de ce webinaire pour que je vous les communique. Et je le ferai bien volontiers. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je suis à votre disposition pour toute question complémentaire ou toute précision dont vous auriez besoin. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut en rester là et on se retrouve dans 3 mois pour commenter l'actualité urbanistique qui sera sans doute plus riche compte tenu de la désignation enfin d'un gouvernement qui, pour le moment, ça avait un peu bloqué tous les règlements et toutes les lois. Voilà, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Eh bien, merci à tous. Merci, Maître Bichelon. Effectivement, on n'a plus de questions. On a fait le tour. On a beaucoup de remerciements qui remontent. Donc, merci à vous. Merci pour votre intervention. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.